Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire. Ce matin, on va parler de coupe et de prépositionnement de quincaillerie. Je vais tout d'abord vous présenter mon invité, Steve Gauthier, président de chez Scantech. Bonjour Steve, ça va bien? Salut Martin, ça va bien toi? Très bien, merci. Moi, je vais parler, comme j'ai dit, je vais parler de coupe, prépositionnement de quincaillerie. Puis j'ai eu l'idée d'inviter Steve pour nous parler de son entreprise qui travaille dans l'étiquetage. Steve, ça va être quoi un petit peu ton sujet aujourd'hui? On va discuter de l'identification de produits en général, de l'inventaire, des RFID aussi, des étiquettes pour identifier les produits de matières premières jusqu'à l'expédition. Parfait. Donc, on vous laisse sur un petit vidéo très court pendant que Steve sort du plan pour que je fasse ma partie. Puis Steve va se joindre à nous là, dans environ une vingtaine de minutes pour sa partie à lui. Donc, restez là. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des différentes scies que nous offrons chez JSA et puis des centres d'usinage qu'on est capable d'intégrer pour venir faire le prépositionnement de quincaillerie. Je vais tout d'abord commencer là, avec les formules un peu les plus simples, si on veut. On peut avoir, par exemple, une scie gamma qui va venir couper un morceau à la fois ou une scie hydra qui va venir couper deux morceaux à la fois. Ce qu'on va être capable d'intégrer dans ces équipements-là, on va avoir un déplacement qui va être fait de manière automatique. Donc, on peut suivre une liste de coupes si on intègre à la machine là, un ordinateur. Naturellement, on pourrait avoir un ordinateur qui serait juste un PLC, si on veut, qu'on viendrait suivre notre liste de coupes de manière manuelle, qu'on irait rentrer les données une par une dans la scie, dépendant de la grosseur de production que vous avez. Puis si on reste après ça dans la coupe seulement, si on ne tombe pas dans l'usinage en même temps que la coupe, il y a également là, chez Rotox qu'on est capable de faire une scie avec un préloader automatique qu'on appelle une scie haute vitesse, que dépendant des profilés, dépendant des nombres de changements d'outils qu'on peut faire dans une journée, là, de changement d'un profilé à l'autre, on peut facilement atteindre 800 carrés dans une journée sur une seule scie. Ça semble un gros chiffre, ça pourrait facilement suffire à 2 soudeuses haute vitesse. Mais là, il faut comprendre qu'à cette vitesse-là, on n'a pas commencé à intégrer aucun machinage. Fait que ça, c'est en gros les scies, là, naturellement, là, on peut déshabiller les scies jusqu'à avoir un déplacement qui est carrément manuel avec une roulette, là, mais de plus en plus, ce qu'on voit là, dans l'industrie, là, même les plus petits fabricants, on essaye d'automatiser du moins la prise de mesure dans le meilleur des mondes, puis après ça, d'être capable de suivre une liste à partir de notre système informatique, c'est le prochain step. On intègre un préloader, c'est l'étape suivante naturellement qu'on va avoir. Puis après ça, là, on peut commencer à parler d'usinage. Fait que si on travaille avec la coupe seulement d'un bar, on va avoir besoin d'usinage. Donc, principalement, dans ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, on voit des fraiseuses à copier, on voit des coupeuses de boue, donc en bon français, là, des copyrouters, des end mills, qui vont venir faire les travaux qu'on veut faire. Après ça, on va avoir une série probablement de poinçons, des punch qu'on va intégrer à notre usine. Mais si on veut essayer de se raffiner, essayer d'enlever des opérations de nos employés, d'essayer d'améliorer nos processus, la qualité de nos perçages, essayer d'améliorer la précision de nos opérations, on peut y aller vers des centres d'usinage qu'on va appeler en stand-alone, qui ne seraient pas intégrés à la scie. Chez JSA, on a plusieurs modèles de centres d'usinage, mais celui qu'on vend de façon assez régulière, ça serait la Junior, qui est un petit centre d'usinage. J'aime l'appeler un copyrouter numérique. C'est vraiment la base d'un centre, de ce qu'on peut commencer à appeler un centre d'usinage. Mais on peut facilement faire des opérations soit dans des cadres, soit dans des volets ou même le travail complet d'un meneau. Fait que quand je parle du meneau, là, on dirait on découperait les deux bouts, on viendrait prépositionner la barre multipoint. Puis on pourrait même faire le découpage de la barrure
en une seule opération. Ce que ça va nous donner l'avantage par rapport à faire toutes ces étapes-là en différentes machines, poinçons, etc., c'est qu'on va vraiment aller chercher la précision au niveau de la longueur du meneau. Souvent, on arrive à l'assemblage, on a passé ça dans la grugeuse. On arrive à l'assemblage, des fois on est un petit peu trop fort, pas assez fort, on a des ajustements à faire ou même une reprise. L'avantage de le mettre sur un centre d'usinage va être que on va s'assurer là, vraiment que notre longueur de notre barre va être faite. Puis on enlève des opérations aussi de manipulation, risque de graffiner les pièces, etc. Fait que même chose avec les volets. On serait capable de venir faire le prépositionnement des keeper, snubber, je m'excuse, les termes français, je les entends pas souvent. Là, je pense que c'est gâche, mais on va garder les termes anglais que tout le monde utilise. On pourrait aller faire prépositionnement des rails. Donc, tout ce qui est des mesures que les employés iraient faire dans la ligne de production après là, à la main avec des outils à la main pour se mesurer. On vient essayer de les faire, de les enlever des opérations qui est juste à poser la quincaillerie. Ensuite, dans le cadre, on pourrait penser à aller percer l'opérateur, on pourrait penser percer la barrure, on pourrait percer le snubber, on pourrait aussi aller percer là, les meneaux. Qui est très très important d'aller chercher une précision à ce niveau-là. Donc, si je pense à des fabricants qui travaillent avec une centreuse à meneaux qui va souvent être un peu plus manuelle, là, on va vraiment aller s'assurer là, de la précision de nos opérations à ce niveau-là. Si on monte d'une petite coche au niveau d'automatisation, là, on va aller intégrer la scie avec le centre d'usinage. Fait qu'on a deux solutions à ce niveau-là. On a une première solution avec ProLine, puis on a une deuxième solution avec Rotox. Où ce qui va avoir une grosse différence entre les deux, bien naturellement, c'est au niveau du prix, mais beaucoup au niveau du output, du nombre de fenêtres qu'on va être capable de produire dans une journée. Fait qu'au niveau des opérations qui sont possibles à faire, les deux vont se ressembler, mais avec une scie de type ProLine, on va couper deux barres à la fois, on va aller chercher probablement un 225 à 250 lumières dans une journée, ce qui pourrait suffire en masse à une soudeuse de type conventionnel, mais avec l'arrivée des soudeuses haute vitesse, avec Rotox, on a mis beaucoup de pression pour essayer d'aller chercher une scie qui serait capable de suivre la cadence de environ 400 carrés dans une journée. C'est ce qu'on arrive à faire avec la nouvelle scie de Rotox qu'on appelle elle aussi comme les soudeuses haute vitesse. Ce qu'on va faire dessus, c'est encore dans les cadres, on va parler de la barrure, l'opérateur, on va parler de le snubber, on peut aller faire les meneaux autant dans le battant que coulissant guillotine, toutes ces opérations-là qu'on pourrait faire. On peut entrer même dans l'imaginaire d'aller faire certains drainages, on peut parler de faire de l'aération, on peut parler de faire positionnement de clips à hybride dans certains cas, dépendant de l'extrudeur, clips à fixe aussi avec certains autres extrudeurs là, qui utilisent ces clips-là, dans le volet également. Mais c'est vraiment du cas par cas qu'on est capable d'aller commencer à intégrer vraiment ces opérations-là dans la scie. Comme qu'on peut voir là, à l'écran là, présentement, on aurait un perçage là, de 3 trous là, en même temps, simultanés, pour faire le meneau. Là, on le voit dans une ligne d'assemblage, mais on pourrait avoir ça sur une scie. Donc, d'aller faire les opérations en même temps, c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher des meilleurs volumes avec la scie de Rotox versus la scie de ProLine. En fait, le processus où ce qui va se différer un petit peu, c'est que dans le cas de Rotox, on va faire le machinage avant la coupe. C'est comme s'il y aurait deux stations dans la même machine. Donc, la pièce qui est en train d'être machinée se fait déjà couper ou vice-versa, au lieu d'être une opération après l'autre en temps saccadé. Fait qu'il y a des opérations qui vont être faites en même temps qui vont aller vraiment chercher des temps beaucoup plus rapides. Puis on va aussi commencer dans les deux cas là, à intégrer
un système de préload dans la machine. Dans le fond, on aurait jusqu'à 6 barres dans la machine, les 2 qui sont en train d'être coupées, et 2 fois 2 en attente. Ce que ça fait, c'est que dans une journée de production, on enlève le temps que l'employé mette la barre dans la machine et reparte la machine, ce qui est quand même énorme, là, surtout quand on commence à manipuler des gros cadres au Québec, là, 6, 9, 16, moulures à briques intégrées, on commence à avoir plus de difficultés là, à mettre ça rapidement sur la table. Puis l'opérateur, il ne faut pas oublier là, que souvent, c'est lui qui va décharger et charger la machine. Fait qu'il y a une meilleure séquence qui peut être créée avec un système de préload. Je vous ai apporté des petites pièces pour débattre un petit peu le punch versus le centre d'usinage. Ça, c'est aussi bon pour les scies que c'est bon pour toutes les opérations qu'on voudrait faire sur une ligne ou qu'on voudrait faire simplement sur un centre d'usinage à part. Fait que dans les opérations qu'on a faites, je vous ai apporté ça pour être quand même assez visuel, là. Ici, on a un trou là, de barreur. C'est très simple. La pièce est dans la machine. J'ai une mèche dans les mains. Je viens faire mon découpage. On a un accès qui est très, très facile. Okay? Fait que ça, c'est le genre d'opération qui peut être faite facilement dans une machine, que ce soit sur un centre d'usinage ou sur une scie avec un centre d'usinage intégré. Après ça, là, si je regarde dans cette pièce-là, je vais avoir des prépositionnements de d'autres quincailleries, d'autres trous qui vont être faits. Je peux les avoir que les trous sont percés barre en barre, ou je pourrais aussi avoir, je m'en étais pris une ici, j'ai colorié là, pour qu'on essaie de voir les trous, là, mais ici, là, c'est juste un positionnement qu'on est venu faire. On est venu accoter la mèche contre le PVC, mais sans percer barre en barre. Là, ça rentre dans un autre débat parce que c'est la question de est-ce qu'on a des vis qui sont auto-perçantes ou si on a des vis normales. Certains vont me répondre qu'ils essaient d'éliminer les vis auto-perçantes pour les problèmes de CSST, blessures au travail. Les outils sont plus lourds quand on doit percer, on doit forcer contre le matériel. Mais rendu là, on ne vient pas nécessairement ajouter de temps d'usinage, on ne vient pas en enlever comme tel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on, dépendant de ce que vous voulez, on va utiliser la mèche pour seulement pointer les endroits où on doit avoir les quincailleries, ou sinon carrément de percer barre en barre du matériel, dépendant de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de... Pour la part des gens de machinerie, il n'y a pas vraiment de différence pour nous à ce niveau-là, mais après ça, c'est à vous de prendre vos décisions dans votre usine, comment vous voulez fonctionner par rapport à vos employés. Là où j'ai énormément de questions, on va me dire « Ah ben, je veux tout éliminer, je veux tout enlever mes punches, je veux enlever mon copy-router, mon N1000, etc. Je veux tout enlever. » C'est pas si magique que ça, ce qu'on peut faire en termes d'usinage, que ce soit un centre d'usinage ou sur une scie avec un centre d'usinage intégré, c'est que malheureusement, il y a des murs qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Je vais vous donner l'exemple ici. Je vais me rapprocher le plus possible de la caméra. Je regarde ce que je fais là. Ici, vous voyez, j'ai un coupe-froid, OK, qui vient, qui est dans le chemin de ma mèche. Si je le mets comme ça ici, là, on voit juste ma main, là, mais donnez-moi juste un instant. On voit que la mèche touche le coupe-froid. Okay? Fait que je ne peux pas venir faire ce perçage-là de manière automatique dans une scie ou dans un centre d'usinage parce que j'endommagerais le coupe-froid, puis c'est ici que vous allez venir assir votre thermo plus tard. Fait que vous allez avoir une infiltration d'eau, une infiltration d'air qui va se faire. Après ça, je vais avoir des cas, j'en avais un, je pense que c'est lui. Bon, ben, on parle des fois, on va avoir un mur intérieur. Si je regarde ici, là, même chose, je viens à côté, j'ai un risque de toucher au coupe-froid. Puis l'autre chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est que souvent, vous êtes habitué de faire un trou qui va avoir, par exemple, 3 mm, mais qui est fait avec un punch, qui a 3 mm de large. Mais quand on parle avec des scies et qu'on veut commencer à intégrer les machinages, les mèches qu'on doit utiliser doivent avoir au moins 5 mm de large parce que sinon, ils vont toujours être en train de casser. Ça, c'est une opération qu'on peut pas, on peut pas faire
façon de parler, un miracle de garder exactement les mesures que vous avez. Fait que dans les questions qu'on va vous poser, si on regarde un machinage et qu'on dit oui, c'est possible d'aller faire ce machinage-là, ben là, ce qu'on va devoir se poser comme question, c'est savoir est-ce qu'on est capable de venir grandir le trou. Puis aussi, il y a certains machinages, si je regarde lui, par exemple, les trous là, sont quand même arrondis sur les coins, mais parce qu'il a été fait sur une scie avec un centre d'usinage. Mais des fois, on va faire cette opération-là, par exemple, sur un punch, qu'on va voir que les coins vont être complètement carrés, dépendant de la quincaillerie que vous utilisez. Mais là, la question va être, est-ce que la quincaillerie que vous utilisez présentement peut être modifiée ou peut être positionnée dans un trou que les coins vont être arrondis au lieu de carrés. C'est toutes des questions à garder en tête. Puis la dernière information que je voulais vous parler, c'est l'aération. J'ai eu un cas dernièrement on a parlé quand même beaucoup d'aération avec le client, à savoir si c'était possible. Il y a deux choses à regarder au niveau de l'aération. Je vais prendre cette pièce-là ici. Là. Okay? Quand on regarde l'aération, là, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des murs intérieurs qu'on va devoir, quand on va venir percer, on va venir rencontrer un mur. On peut être dans une cavité puis rencontrer un autre mur. Ce que ça va faire à une mèche, c'est que la mèche, elle va rentrer puis elle va avoir tendance à monter ou descendre quand elle va arriver face au mur. Donc, on a un risque de bris de l'outillage à chaque fois qu'on va rentrer dedans. Ce qu'on est capable de faire pour contrer ça, là, malheureusement, on ne le verra pas à l'écran, mais comme la mèche que j'ai dans les mains, c'est un N1000. Donc, au lieu d'être une mèche qui est en pointu pour venir percer, c'est une mèche qui a deux pointus et qui a une cavité dans le milieu. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va avoir tendance à vouloir ramener le mur, ramener le matériel vers le centre et le percer. Comme ça, on va se trouver à éviter un bris de la mèche. Mais encore là, souvent, je vais être obligé d'utiliser une mèche plus grosse que ce qu'on voudrait utiliser pour faire le même usinage. Puis l'autre chose qu'on doit garder en tête aussi, c'est où qu'on va intégrer ce machinage-là. Parce que une solution qu'on avait pensée à un certain moment donné, c'est de dire on a le 45, puis on vient avec la mèche carrément dans le 45 machiner. Mais on n'est pas capable de faire ça, par exemple, dans la scie Rotox qui va nous sortir 400 carrés parce qu'on fait le machinage avant la coupe, donc on n'a pas accès à la plongée dans le 45. Mais là, c'est une question de est-ce que je veux un certain volume ou est-ce que je veux tout faire mes opérations? C'est là qu'on doit prendre des décisions là-dedans. On est quand même très bien informé là, pour essayer de répondre le mieux possible, faire le meilleur scénario possible par rapport à vos chiffres. Parce que d'une production à l'autre, je peux avoir une scie qui va couper 200 morceaux d'un bar, je peux avoir une production qui va vouloir en couper 400. Et naturellement, celle qu'on veut en couper 400, on va peut-être devoir enlever certaines opérations d'usinage qui vont devoir être faites sur des punches, etc. Donc, si je fais un petit recap là, très, très rapide, on va commencer à parler si on parle de scie, d'une pièce à la fois, on va être capable de couper probablement d'environ 200 carrés dans une journée. Si on parle d'une scie qui coupe 2 morceaux à la fois, environ 400 carrés dans une journée. Si avec préload de Rotox, qu'on fait juste couper jusqu'à 800 carrés dans une journée. Quand on commence à intégrer l'usinage, ProLine 225, 250 carrés. Dans le Rotox, là, on va vraiment aller chercher là, le 400 carrés qui peut suffire à une ligne haute vitesse de soudage. Je vais répéter la question juste pour être sûr que vous l'avez bien entendu là, au micro. Dans le fond, dans un dernier webinaire, on a parlé, puis vous avez vu peut-être un peu sur la vidéo qu'on a passé, des usinages qui sont faits en ligne. Fait que la question était, c'est quoi l'avantage de le faire en ligne ou de le faire sur une scie avec centre d'usinage intégré? Il y a plusieurs réponses, plusieurs façons de penser quand on regarde ces solutions-là. Bon, il y a la première réponse facile que vous avez acheté une soudeuse l'an dernier, vous avez acheté un corner cleaner l'an dernier, puis vous ne voulez pas réinvestir cette année pour faire vos usinages, mais vous êtes dû pour vous acheter une scie, bien on va faire le plus possible à essayer d'intégrer les opérations à votre scie. À l'inverse, si vous avez acheté une scie l'an dernier,
Mais avec nos lignes de soudage-nettoyage, aujourd'hui, on est capable de commencer à intégrer beaucoup de machinage dedans. L'avantage de le faire en ligne, c'est que les usinages sont faits une fois le carré soudé. Fait que, nonobstant la qualité des machines, etc., ça va toujours être la manière la plus optimale d'aller chercher un positionnement, c'est quand le carré il est soudé. Mais il ne faut pas avoir peur de ça non plus si notre intention c'était d'acheter une scie avec des opérations, parce que les soudages, nettoyages, etc. sont rendus de plus en plus précis. Fait que ce qu'on va faire avant va quand même être très précis une fois soudé. C'est juste qu'il pourrait y avoir un certain facteur d'erreur. Okay? Donc, l'autre élément qu'il faut garder en compte, c'est au niveau du budget aussi. Naturellement, si je m'intègre une scie avec centre d'usinage et que je m'intègre une ligne avec des opérations en même temps, donc si je partirais d'un plancher, j'ai carte blanche autant au niveau budget qu'au niveau de l'espace plancher. C'est sûr que optimalement, moi, ce que j'essaierais de faire, c'est d'enlever les opérations qu'on est capable de mettre en ligne de la scie pour vraiment optimiser la scie à son maximum et optimiser la ligne à son maximum. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Mais c'est sûr qu'un nettoyeur de coin qui va avoir des opérations dedans, puis une table de refroidissement qui va avoir des opérations dedans, comme vous avez pu le voir, bien, le nettoyeur de coin va probablement être 50 000 plus cher. La table d'opération va être un investissement de peut-être 175 000 à 200 000, dépendant des opérations qu'on va faire. Puis la scie qu'on va acheter avant, si on parle de la scie Rotox, vous donnez une idée, là, c'est une scie qui va avoisiner 500 000. Fait que c'est sûr que 1 plus 1 plus 1, ça fait quand même un projet qui est cher. Puis si on dit qu'on enlève les opérations de la ligne, on enlève 200 000 sur la ligne, bien la scie ne me coûtera pas 200 000 plus cher. La scie va me coûter plus ou moins le même prix parce que dans le fond, on a soit une scie avec centre d'usinage ou une scie sans centre d'usinage. Puis le budget va se ressembler dépendant de si on a 20 opérations ou juste une opération dessus. Il reste qu'il y a des moteurs, il y a des servomoteurs, des drives, etc. qui doivent être mis sur la machine qui va faire que le prix va être un tel prix. Fait qu'on a une question budgétaire à respecter là-dedans. Mais si la question est c'est quoi le meilleur des scénarios? Selon moi, c'est d'essayer de désengorger le plus de machines possible pour qu'aucune de ces machines-là devienne le goulot dans l'usine. Donc, si on est capable de faire certaines opérations sur la scie, certaines opérations sur la ligne, ça reste le meilleur scénario possible. Puis en plus, on vient s'ajouter un élément de précision ultime. Je dis précision ultime parce qu'il ne faut pas penser que ce qui est fait sur la scie n'est pas précis, mais on s'assure d'enlever un facteur erreur quand on vient le faire dans un usinage après. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. Donc, on va faire une petite pause d'1 minute, le temps que Steve se prépare, puis on va faire la partie de Steve. Donc, rebonjour. Dans mes recherches pour essayer de vous emmener un invité des plus intéressants possibles, j'ai pensé à une vieille conversation que j'avais eue avec mon ami Steve Gauthier, qui est dans l'étiquetage, puis il m'avait parlé un moment donné d'une compagnie de jardinage qui perdait beaucoup de pelles, puis on mettait une étiquette sur les pelles, ça sort avec le camion des sécurités de la place d'affaires, puis ça donnait l'information aux ordinateurs en direct de quel instrument est dans le camion qui vient de partir. Donc le camion qui revient le soir, il manque une pelle, on le sait tout de suite. On a perdu une pelle, on s'est fait voler une pelle, il y a un employé qui a égaré la pelle, n'importe quoi. Puis là, après ça, j'ai commencé à interroger Steve autour d'une bonne bière, de dire comment on est capable d'intégrer ça dans une usine de fenêtres. Fait que ça a parti de là, puis c'est une conversation qui est morte il y a quelques années. Puis là, dernièrement, j'ai comme pensé à ça. J'ai dit, tiens, je vais inviter Steve pour venir nous en parler de lui-même dans un webinaire pour pouvoir vous emmener cette information-là. Ça change un petit peu là, des derniers webinaires qu'on avait des intervenants là, qui étaient vraiment du milieu, là, vraiment de la porte-fenêtre, mais les idées de Steve peuvent être facilement intégrées dans notre milieu. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne le reconnaissez pas. C'est pas quelqu'un qu'on a côtoyé nécessairement dans les salons de l'AVFQ, etc. Mais sachez, ces solutions s'intègrent facilement à vos systèmes.
Fait que Steve, bonjour. Puis, salut Martin, encore. Ben, écoute, je vais te parler en premier de Scantech, là, oui. au fond, ce qu'on fait, parce que oui, ça s'applique un peu dans n'importe quel domaine, là, que ce soit la porte et fenêtre ou la petite personne qui va mettre une étiquette sur un pot qui vend à l'épicerie. Donc, on est dans le domaine des étiquettes et de l'identification depuis 20 ans. Fait que c'est 20 années d'expérience. On a des partenaires là, au niveau logiciel et tout ça pour gérer l'inventaire, être capable de savoir c'est quoi qui rentre chez vous, qu'est-ce qui sort, avoir le décompte des produits. C'est sûr que dans les portes, les fenêtres, les gens ont probablement déjà des étiquettes, oui. Les codes barres standards qu'on connaît, là, qu'on va mettre sur les produits ou sur les fenêtres avec des colles différentes pour pouvoir enlever tout ça. Oui. Ça, c'est des clients comme ça qu'on a. Là. Il y a l'identification normale, mais il y a l'identification aussi RFID qui était la discussion qu'on avait eue. Ça, c'est différent. C'est une étiquette au lieu d'être le classique code barre qu'on lit. Bien, on a une antenne qui est intégrée à l'étiquette ou au tag. Ça peut être maintenant, il y a une panoplie d'étiquettes, là, un peu comme quand tu vas sur l'autoroute puis tu passes sous la 25 puis que oui. ça l'enregistre ton passage, mais dans le fond, c'est que ça va envoyer ton information à distance. L'avantage dans une quincaillerie comme ça, bien, ça pourrait être d'intégrer une puce directement à la fenêtre ou au cadrage. Qui va être réactive, donc ça permettrait de localiser ton item de production, même s'il est peinturé, même si que tu viens altérer quelque chose par-dessus. La différence d'une étiquette où ce que tu vas essayer de lire l'information, puis là, ben, si tu viens de l'altérer, tu es obligé d'en imprimer une autre oui. dans ton processus. Ben, au niveau du tag, ben, lui, ben, tu le repères tout le temps. Fait que c'est surtout ça la grosse différence là, okay. Au niveau entre les deux. Là. Fait que on peut permettre aussi là, avec des étiquettes normales là, d'être capable d'identifier une fenêtre puis scanner. Fait que donc on va fournir les lecteurs de code barre, les imprimantes, toute la quincaillerie. Dans le fond, on est expert dans tout ce qui est la quincaillerie. Encore une fois, comme je disais, on peut s'intégrer à un système existant qui permet de gérer l'inventaire d'un client. Okay. Donc, ça ressemble un peu à ça. Puis l'étiquette, dans le fond, là, comme on voit à l'écran, là, la différence, là, souvent, on voit des étiquettes de shipping, là, comme des 4x6, là, qui te permettent d'identifier une boîte ou quelque chose. Bien, on a le classique code barre qui est avec, mais on peut aussi intégrer, à partir d'une même étiquette, une antenne, donc ça devient une étiquette intelligente qui te permet d'avoir l'information à distance. Fait que la personne n'est pas obligée d'aller directement pointer sur cette étiquette-là pour avoir l'information. Ça pourrait juste passer dans ce qu'on appelle un portail, puis ça te permettrait d'être capable de savoir c'est quoi qui vient de passer devant toi, là, sans aller le lire directement. Là. Fait que c'est une manipulation de moins. C'est de l'information qui reste. Exemple, ça pourrait être une fenêtre qui est sous garantie, qui revient de chez un endroit, ou même tu pourrais aller à la maison directement scanner comme une puce. Des fois, on voit ça dans les animaux. Les animaux, maintenant, ils ont des puces. Oui. On est capable, à partir du vétérinaire, d'identifier le produit qui est l'animal, dans ce cas-ci. Mais là, ça serait la même chose au niveau d'une fenêtre. J'aime le produit. Oui, c'est ça. Parfait. Écoute, c'est des opérations qu'on a vues dernièrement là, dans un meeting. Un client cherchait une solution. Il disait on a un problème au niveau de notre localisation de nos thermos parce que mes collants sont d'un côté du thermo, puis rendu une certaine opération, la fenêtre a été tournée, fait qu'on est comme dos au code barre. Puis ce que Steve m'expliquait, c'est que ben c'est pas grave parce que le faisceau, dans le fond, va passer au travers de la vitre, va quand même aller capter en fait, c'est une radiofréquence, c'est un onde radio. Donc, c'est sûr qu'avec un code barre, si on ne voit pas l'information, on n'est pas capable d'aller le lire. Donc, exact. Fait que souvent, on va devoir réimprimer une autre étiquette au niveau du processus. Fait que c'est une opération de plus, c'est une manipulation de plus pour la personne, tandis qu'avec le RFID, qui est une technologie qui
date quand même d'assez longtemps, mais c'est sûr que l'avantage est là. C'est l'avantage d'être capable d'automatiser l'information, de la recevoir de façon radio, sans être obligé d'aller directement lire. Donc, on a eu des demandes aussi là, pour certains clients qui voulaient utiliser ce type de technologie-là pour permettre de savoir ce qu'on load dans les camions. Donc, au lieu d'avoir une personne qui va lire directement l'information sur la boîte, bien, aussitôt qu'on prend l'équipement puis qu'on la traverse dans ce qu'on appelle un portail, là, on va mettre des antennes devant les docks, là, puis ça permet de passer à travers les... je pense qu'on l'avait aussi, là, on avait un dessin qui montrait ce que c'était. Là. Puis la personne elle peut, avec le camion, là, le lift, là, passer directement dans le portail, puis ça donne l'information directement au système sur ce qu'on vient de faire traverser le portail, sans les lire. Donc, on sauve beaucoup de temps. Là, fait qu'on est capable de savoir aussi là, ce qui rentre, ce qui sort, c'est identifié avec la même technologie. Fait que maintenant, les puces peuvent être intégrées directement aussi dans la chaîne de montage. Je ne sais pas si ça s'applique dans les portes, si on est capable d'intégrer une puce à l'intérieur d'un moulage. Là, oui, bien exact. Parce que sinon, ça pourrait être une étiquette là, collée dessus. Ça pourrait facilement être à l'extérieur d'une fenêtre, que dans le fond, qu'après ça va s'en aller dans un mur. Puis ce que j'aime, c'est comme qu'on voyait sur l'image, c'est qu'on pourrait avoir, exemple, corrige-moi si je me trompe, mais on pourrait avoir une palette avec 5-6 fenêtres qui sont déjà emballées, puis que chacun d'elles a sa propre étiquette, puis on passe dans le portail, puis l'inventaire vient de se corriger là, automatiquement. Fait que ça, je pense que c'est un avantage là, au niveau du shipping, receiving des fabricants de fenêtres. C'est sûr, puis quand on est dans un processus de production comme ça, bien, ça nous permet de suivre aussi les étapes de production sans perdre l'information. Parce que, dans le fond, comme je disais, si c'est le code barre, on perd l'information parce que ça a été frotté dans le processus, il y a une machine qui a passé là, bien là, si le code barre, on ne le voit plus, bien, on n'est plus capable de le lire, on doit réimprimer une nouvelle étiquette. C'est un processus qu'on répète. Tandis qu'avec le code ARF, bien, ça nous permet d'avoir l'information tout au long et même après. Parce que même si ça s'en va chez le client, bien, l'information reste dans la fenêtre, puis on peut aller identifier ça a été fait quand, quel moment, quel numéro de lot, etc. Donc, ça pourrait aider pour des rappels ou des choses comme ça. On l'utilise des fois dans... On pourrait carrément laisser la pièce là, le collant sur place, puis dans 5 ans, arriver, scanner la fenêtre, puis avoir l'information va toujours être là, donc elle va rester permanente, puis ça permet d'aller chercher l'information par la suite. Là. Je te demande comment tu intègres ça à un système déjà existant, avec un client qui a déjà, je pense en porte-fenêtre, là, je rentre dans une shop, des collants, il y en a partout, là, des codes barres, il y en a partout sur les fenêtres. Là, les clients vont probablement dire on doit mettre à peu près 8, 9, 10 collants sur une fenêtre. On s'en va, on intègre ça chez un client demain matin. C'est ça, c'est sûr qu'on peut le faire de zéro, mais la plupart du temps, les gens vont déjà avoir des imprimantes, vont déjà avoir des étiquettes. Dans le fond, c'est de voir où il y a un manque, où il y a un besoin, en fait, plutôt. Là, parce que dans le fond, ça pourrait être des fois, souvent, les imprimantes sont compatibles à RFID déjà. Il suffit d'installer l'option ou on change l'imprimante. Ça, c'est quand le client veut imprimer ses propres codes. Donc, il va souvent avoir déjà le logiciel pour le faire. Donc, il reste juste à identifier, d'utiliser les mêmes imprimantes pour identifier. Fait qu'on change le matériel pour du matériel RFID. Puis après, ben, au lieu d'avoir des lecteurs réguliers de code barre, on va intégrer des lecteurs RFID. Dans le fond, c'est un peu le même principe. C'est pas, on réinvente pas la roue, c'est qu'on lit différemment. On lit avec un onde RFID, puis ça nous permet de voir l'information, de collecter l'information avec moins de manipulation. Puis tu l'as donné l'exemple, la palette qui passe, ben, en temps normal, la personne pourrait avoir à scanner tous les items un après l'autre pour compléter sa palette versus la passer dans un portail qui donne l'information d'un seul coup. Là.
Fait que elle a l'avantage, mais en même temps, c'est ça. On peut aussi aller avec une identification normale puis mixer les deux, là. Puis les gens, ben, souvent, quand ils vont avoir leur système déjà, ben, on fait juste envoyer l'information à ce système-là existant. Là, il y a connecté à leur ERP existant. Il y a des logiciels, dans le fond, qui permettent de faire la filtration de cette information-là, qui sont disponibles, puis qui permettent de venir connecter à leur système existant sans problème, là. Fait que, oui, c'est quand même assez simple à intégrer, hein. Je vois qu'on a parti une vidéo, si tu veux peut-être nous parler là, des équipements qu'on voit. Là, on voit une imprimante standard, comme probablement plusieurs personnes ont dans leurs entreprises pour imprimer des étiquettes. Une imprimante comme ça va te permettre d'imprimer des étiquettes à code barre, mais aussi d'avoir un papier qui a une antenne à l'intérieur pour pouvoir faire la différence. Puis là, ben aussi, on voit un lecteur de code barre mobile standard, mais en même temps, il y a l'option, ce qu'on appelle RFID, donc le module qui est en avant, là, qui est différent de certains lecteurs qu'on voit. Ben, ce qui permet de faire, ben, c'est d'aller lire les tags là, directement là, à distance. Là. C'est un peu ce que la personne fait présentement. Là, c'est des vêtements, mais ça pourrait être n'importe quoi, là, des fenêtres. Là. Puis là, il vient de capturer tout ce qu'il y avait dans le racking présentement sans même aller à un et l'autre. Là. Puis là, ben, ça, c'est un exemple un peu de portail. C'est une antenne là, qui te montre là, quand l'item va traverser ce beam-là, ben, on va savoir c'est quoi qu'on a pris. Fait que on peut gérer des in et out parce qu'on peut mettre comme deux antennes. Fait que quand on sait on part de l'antenne A à B, ben, on sait qu'on a sorti. Puis quand on fait le contraire de B à A, ben, on est rentré. Okay. Donc quelqu'un qui arriverait et il dit bon ben moi je veux savoir ce que mon client met dans son camion. Oui. Ben, il va commencer à loader, fait que ça fait de A à B, fait qu'on sait, on est en train de faire une commande. Là, finalement, ce système-là, j'en ai pas besoin, il ressort, fait que là, ça vient sortir de... On a mal organisé le camion, on sort des choses, on les rentre, on évite d'en oublier une sur le côté. Fait que ça pourrait, comme ça, automatiser vraiment le processus, puis pas se casser la tête, là. Fait que là, l'avantage d'un système comme ça, c'est qu'à peu près n'importe qui peut être formé. Là. On dit, ben écoute, prends le stock, mets-le dans le camion, puis le système va gérer l'inventaire. Tout ça. Une formation plus facile, moins de gestion de paperasse pour les personnes au shipping. Ça peut être affiché sur un écran, aussitôt que la commande se fait. Donc, c'est une technologie qui est le fun, qui est disponible, puis qui s'intègre bien dans un milieu comme ça. Parfait. Si je te demande comment que Scantech peut nous aider par rapport à ça? Bien, en fait, on est surtout spécialiste au niveau des équipements. Donc, on va approcher tout ce qui est appareil, là, comme on a vu, les imprimantes, les lecteurs. Donc, on va supporter toutes ces choses-là, toute l'installation. On a des partenaires pour les logiciels quand les gens ne sont pas intégrés. Donc, on a des partenaires locaux qui vont permettre d'avoir le logiciel si on ne l'a pas déjà. Oui. Donc, on est capable de faire la solution de A à Z, là, le clé en main. Là. Donc, on est capable de livrer les équipements, la solution, s'intégrer à la solution existante, puis proposer des choses pour aider avec cette technologie-là, dans le fond, là, avec ce que le client a déjà. Donc, soit en ajoutant, soit en modifiant ce qu'il y a présentement. Mais oui, on peut s'intégrer facilement là, à une solution existante. Là. OK, super. Et même proposer du A à Z, faire le projet au complet. Super. Est-ce qu'on avait des questions sur le chat? Alexandre qui nous demande la base junior copywriter numérique, ça va la soudeuse ou soudeuse inclus? Pas bien entendu. Fait que c'était dans ma partie, là, j'ai parlé d'un centre d'usinage qui s'appelle Junior. Ça serait, dans le fond, si je suivrais tes opérations, ça serait la scie, la coupe. On aurait ensuite la Junior, puis ensuite, on souderait la pièce. Donc, c'est vraiment ces trois étapes. Là, c'est pas intégré, mais il y a certaines... On a des machines qu'on serait capable de l'intégrer à la ligne de soudage ou l'intégrer à la scie, mais dans le cas de la Junior, c'est vraiment une étape de plus qu'on vient dans notre production, mais au lieu de le passer dans un copywriter, après ça le passer dans à d'autres différentes étapes, on ferait
toutes les étapes qu'on ferait en une seule place, puis on serait capable d'intégrer certains prépositionnements qu'on ne ferait pas normalement quand on travaille en station, là, comme un copywriter par exemple. On est capable d'en faire un petit peu plus que ça. Oui, plus d'opérations sur les sites va augmenter le temps de cycle. C'est là comme j'ai répondu tantôt à la question, là, c'est un petit peu là, d'essayer d'aller créer une balance entre la coupe et le machinage et la ligne de production, le soudage, nettoyage, etc. qui va venir après. Fait que là, c'est là qu'on a un travail, vous et moi, là, à faire pour vraiment là, essayer de trouver c'est quoi la meilleure cadence possible pour l'usine. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Dont le nombre de fenêtres que vous voulez faire par jour, le nombre d'employés disponibles, l'espace disponible, le budget disponible aussi. Il y a plusieurs éléments là, qui vont venir en compte, mais c'est toujours d'essayer de créer une balance pour qu'aucune des machines devienne le goulot de la ligne complète à ce niveau-là. C'est tout ce qu'on avait comme question. Moi, Steve, j'avais une question pour toi en t'écoutant parler. Tu as parlé que l'étiquette, on pourrait peinturer par-dessus, on serait capable quand même de la scanner. Tu as donné l'exemple du pont de la 25, l'étiquette est dans notre vitre. Fait que moi, la réflexion que j'ai faite par rapport à ça, c'est que les rayons UV ne vont pas endommager l'antenne, là, si on veut. Non. Comment est-ce qu'on endommage une étiquette ou est-ce qu'il y a un processus, si je prends mon étiquette, je la mets ici, je viens mettre ma fenêtre dans le mur, techniquement, il n'est pas supposé avoir d'infiltration d'eau, là, mais, ou le gel, ou il va faire plus froid dans cette partie-là parce que la partie chaude du mur va être un petit peu en avant de où est-ce qu'on va la positionner. Y a-t-il des choses qu'il faudrait faire attention? On l'écrase? En fait, c'est qu'il existe une multitude de tags différents qui existent. Il y a des technologies différentes là, pour soit du courte distance ou du longue distance. Là. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est d'adapter un tag versus la solution. Ce que tu me demandes comme question présentement, c'est pendant l'analyse. On va regarder où on veut mettre ça, qu'est-ce qu'on veut faire, puis quel tag qu'on va utiliser. Parce que le processus reste le même. On identifie une pièce avec un tag qui est réactif, qui va nous donner la lecture à distance, là, soit à courte distance, soit à longue distance. Dans notre cas, ça serait du courte distance. Là. Avec la fenêtre pour la 25, c'est du longue distance, là, parce qu'il nous détecte bien avant qu'on passe en dessous. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, il y en a plein. Puis le tag peut être protégé. Là, comme les tags pour rentrer, exemple, là, pour une porte qui est barrée, on le voit, il est à l'intérieur d'un plastique. Oui. Donc, c'est le même processus. C'est le même concept, c'est la même affaire, c'est du RFID. Donc, ça te permet de rentrer à une porte, mais il faut que tu te rapproches pour l'activer. Oui. Puis, mais c'est un peu le même concept. Là. Fait que là, le tag est à l'intérieur, dans un boîtier de plastique. Tu l'échappes à l'eau, il n'y en aura pas de problème. Fait que c'est un peu le même concept. C'est sûr que si on a une étiquette de papier, puis qu'on met ça à l'eau, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut le tag, normalement, il va être à l'intérieur. Si on va vers quelque chose en vinyle, quelque chose qui va permettre de résister à l'eau, aux rayons UV, il n'y aura pas de problème. Là. Fait que là, il y a autant de tags que de solutions, dans le fond. C'est vraiment ça. On a encore une fois la possibilité de fournir les tags. Là. Donc, on a des associations avec des fournisseurs, des manufacturiers, en fait, là, de tags. Puis on est capable de tester, d'aller chercher le bon produit pour la bonne solution. Là. OK. Puis l'autre question qui m'est venue en tête, je ne sais pas si ça s'applique ou non, mais je cherche une fenêtre dans mon usine. Est-ce que j'ai un moyen de la géolocaliser? J'imagine que ça prend un équipement pour pouvoir le faire, là, ou je fais juste scanner en me promenant, j'attends que ça bip ou... C'est drôle, mais c'est une bonne question, mais oui, ça se fait comme ça. On peut le faire comme ça, mais on pourrait le faire aussi avec des antennes.
il y a possibilité avec certaines antennes de voir où est notre inventaire. Un peu une triangulation, j'imagine, d'antennes que tu trouves un secteur. Mais avec les appareils mobiles, on est capable de s'approcher puis voir que c'est le signal d'une antenne, c'est le signal d'un tag qu'on cherche et on se rapproche. OK. Fait que c'est sûr que ça... on va se rapprocher, mais ça nous dire qu'il est dans ce coin-là parce que... Oui, bien ça peut des fois nous donner dans un entrepôt là, une meilleure idée de où est notre matériel si on le trouve pas. Si on le cherche puis on le trouve pas, ça peut aider. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec une étiquette là, régulière. Là. On pourrait pas... Là, on est aussi bon que la personne a dit, on l'a mis là. Avec un code barre, tu te fies à la personne plus qu'un appareil. L'appareil, au moins... permettrait d'aller chercher, oui. Ça serait possible de faire ça. OK. Puis écoute, dernière question que je vais te poser, application d'une étiquette RFID versus une application d'une étiquette normale. Il y a moyen d'automatiser une application dépendant de c'est quoi le processus ou est-ce que c'est possible dans la RFID? Oui, en fait, c'est la même chose. C'est que le but ultime, c'est d'avoir l'information. Donc, c'est un numéro ou c'est un numéro d'identification. Qu'on le lise sur un code barre ou par RFID ou avec un numéro d'identifié et que la personne l'écrit à la main. Oui. Le but, c'est d'identifier une pièce ou une fenêtre ou même juste la matière première. Là. Okay. Donc, mais après, c'est juste le choix de technologie qui fait que ça va être plus efficace ou moins. Donc, si on veut juste écrire un numéro, c'est une chose. Si on veut mettre un code barre, c'est déjà plus rapide. Puis le RFID nous permet d'avoir l'information à distance sans aller le lire directement. Fait qu'on a une efficacité au niveau rapidité, puis au niveau production, on le voit là, quand ça passe dans un processus de production, là, on ne veut pas nécessairement que l'opérateur ait à aller faire ça parce qu'il va perdre son temps des fois. Fait que là, il y a un gain. Il y a un gain surtout en temps là, d'aller mettre un portail puis pour pouvoir lire l'information là, directement à distance. Super. Bien, je pense que c'était super intéressant. Oh, il y a une question qui est rentrée. Oui, encore. Alexandre qui demande, on a besoin de quoi? Imprimante ou logiciel pour transmettre l'information numérique à l'étiquette? En fait, ça prend les deux. Souvent, ça va prendre une imprimante pour pouvoir imprimer notre tag. Puis par la suite, ça dépend si on veut une étiquette identifiée. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer l'information aussi parce que des fois, c'est le fun d'avoir le visuel. Parce qu'on pourrait... Comme l'étiquette qu'on voyait tantôt. Oui, c'est ça. Peut-être la remettre, Delphine. Parce qu'on pourrait avoir un tag, tu sais, comme un peu l'exemple que je montrais. Je disais tantôt, le tag de clé pour rentrer dans une porte. Là. Oui. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme information là-dessus. Ou même ton tag pour la 25, tu le sais, des fois il y a un numéro. Oui, mais c'est ça, mais ça ne nous dit rien comme consommateur ou employé dans une usine comme tel. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer un peu les deux, comme dans le cas qui est là de l'étiquette, d'être capable d'avoir l'information visuelle et le tag associé. Pour pouvoir faire ce type d'opération-là, là, ça prend une imprimante qui va imprimer l'information, mais qui va aussi encoder ça. Fait que ça se fait avec des logiciels de code à bord qu'on a de disponibles. Les gens, des fois, ont déjà leur propre logiciel, mais on peut fournir des logiciels qui vont faire ce travail-là. On peut aussi encoder là, à partir d'un lecteur directement, aller envoyer l'information à un tag, ou on peut précommander nos tags déjà avec des informations déjà dessus. Donc, ça pourrait être un numéro séquentiel tout simplement, parce qu'en fait, souvent, ça va être un numéro de série quand on va avoir des identifications où on veut avoir un item unique. C'est sûr que si on identifie toute la même pièce puis on a besoin d'une quantité, là, ils vont tous avoir le même numéro. Mais quand c'est un numéro séquentiel, on peut tout simplement pas s'équiper d'une imprimante, pas s'équiper de tous ces logiciels-là, puis précommander une roulette avec déjà des numéros séquentiels. Puis quand on l'applique, on l'identifie à cette fenêtre-là dans notre système. Donc, on vient de sauver l'étape d'impression, d'être obligé de manipuler des étiquettes, des identifier.
C'est intéressant parce que ça peut amener une dynamique différente. Des fois, complexité de communication entre les bureaux puis l'usine. Des fois, peut-être de faire l'étape inverse, d'apposer et de l'identifier au lieu de jouer avec les collants. On vient mixer le numéro à un produit unique. Okay. Puis là, on l'enregistre dans notre système, puis on le suit tout le long. Puis par la suite, ce système-là devient unique, puis ça devient un produit en tel. Fait que tu n'as pas besoin d'imprimante, tu n'as pas besoin de mettre ton information. Mais la beauté aussi, c'est qu'on peut avoir parce que ça, c'est des tags qui sont read-only, qu'on peut lire seulement. Oui. Mais il y a des tags qui sont écriture et lecture. Donc, avec ces tags-là, on peut mettre notre information. Donc, si dans votre cas, vous auriez besoin de mettre un numéro qui est typique à votre entreprise, bien là, on pourrait écrire le tag. OK. Puis, on pourrait aller l'effacer, puis lui-même y redonner une nouvelle identification ou tout simplement le mettre qu'on ne puisse plus le réécrire. Donc, il est barré là, puis c'est terminé. Fait que c'est son numéro. Fait que c'est une flexibilité comme ça que ça permet d'identifier là, selon nos besoins. Là. OK. Bien, c'était super intéressant, Steve. Merci d'avoir participé. Si vous avez besoin de plus d'informations, autant que pour JSA que pour ScanTech, pour les participants d'aujourd'hui, on va vous envoyer un résumé là, de notre rencontre. Gênez-vous pas à faire appel à Steve pour ses solutions. Puis on se voit à la prochaine conférence. Peut-être d'ici là, si vous cherchez vos employés dans l'usine, peut-être leur mettre un RFID dans leur prochain T-shirt que vous allez leur faire sans leur dire. Vous allez peut-être avoir une augmentation d'efficacité dans votre usine comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit bientôt. Merci. Merci, Martin.